crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. Benoît Saint-Denis est de retour, Rust. Il est de retour. Il affrontera... Oh là là, il affrontera Joel Alvarez, Rust. Le 10 mai prochain, UFC 315. Déjà le 10 mai prochain, vous allez tous être penchés sur vos écrans. Pourquoi? Parce que Manon Fiorot va prendre le titre à Valentina Shevchenko. Mais la double raison d'être devant vos écrans ou tout simplement sur place à Montréal, puisque BSD fait son retour contre Joel Alvarez. Joel Alvarez, vous allez dire, mais c'est qui? On va vous le présenter. Sur Tapology, il est classé 13e mondial. Il n'est pas encore dans le classement UFC, mais pour BSD, qui lui est 13e du classement officiel UFC, c'est un gros test, comme tous les combats que vous avez quand vous êtes dans le top 20 mondial chez les lightweight, parce que cette catégorie est un enfer. Donc c'est un crack, vous ne le connaissez peut-être pas, Joel Alvarez, ça va faire un très beau France-Espagne, et il y a de gros motifs d'espoir pour BSD, même si c'est un adversaire qui n'est pas à prendre à la légère. Rust. Ah non. Oh, ouais. Surtout pas. En vrai, ça va être chaud, hein. Il y a moyen que ce soit chaud. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LA10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Déjà, ça fait du bien parce que c'est officiellement officiel le retour de Benoît. Ouais. Premier combat depuis le mois de septembre. On est content parce qu'il y a eu une vraie pause après cette année 2024 qui aurait été assez dure pour Benoît avec ses deux défaites contre Dustin Poirier au mois d'avril, puis contre Renato Moicano au mois de septembre. Là, ça y est, les batteries sont rechargées. Nouveau head coach en la personne de Nicolas Haute et nouveau défi avec Joel Alvarez. Et surtout, c'est vraiment la première fois où la BSD, qui est un peu dos au mur, affronte un gars qui a envie de lui piquer sa position dans le classement, à savoir de 13e, puisque Joel Alvarez est en pleine bourre. 3 victoires consécutives, 3 victoires contre des noms si vous êtes des fans hardcore. Mais il y a eu vraiment il y avait eu ce gros coup d'arrêt à mon sens à l'UFC quand il s'était pris vraiment une tôle, on peut le dire, contre Arman Saouk. Joel Alvarez, donc 22-3 sur ses 22 victoires, 22 finishes, donc 100% de finition pour le monsieur. Il a un corps qui est un peu à la Carlos Condit, c'est-à-dire il est très grand, il est assez fin. Il utilise donc beaucoup ses genoux, forcément. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a explosé. Je crois que c'est Elvis Brenner. Et il a un style qui est vraiment flippant parce qu'il est ultra opportuniste. D'où les finitions, et il a énormément de soumissions, il a beaucoup plus de soumissions que de KO ou TKO, mais pourtant, c'est un peu à la Cowboy Cerrone en fait, c'est un peu en trompe-l'œil, parce que c'est debout qu'il fait extrêmement mal et qu'il est vraiment, vraiment flippant, parce qu'il est calme, posé, méthodique, il avance, mais par contre, il ne s'arrête jamais d'avancer et de vous envoyer des missiles, des cartouches avec à peu près tout ce qui existe sur le corps humain, les coudes, les genoux, les directs, enfin n'importe quoi, les kicks. Et il a vraiment un style où il essaye de petit à petit vous détruire et vous démanteler. Et là où je dis que c'est flippant et là où je dis que pour Benoît ça peut être chaud, alors comme tu l'as dit, il a des vraies pistes qu'il peut explorer et notamment celle d'Arman, mais c'est pas comme si il avait non plus, à part la lutte, un énorme domaine où clairement il est en dessous et là tu peux y aller, c'est tranquille. Et donc un peu à la Carlos Condit, c'est pour ça que vraiment les parallèles sont intéressants, même si les styles sont pas non plus les mêmes, mais c'est que tous les deux en fait, tu peux grosso modo les mettre au sol à peu près quand tu veux. C'est-à-dire que même dans ses derniers combats à Joel Alvarez, même ceux qu'il a gagnés, hein, il était mis au sol sans trop de difficultés, mais parce que tu sens que c'est pas comme s'il faisait beaucoup d'efforts pour défendre non plus les takedowns. Et pourquoi? Parce que même quand il est sur son dos, il vous harcèle et il est efficace. Il y a énormément de combattants qui, une fois qu'ils l'ont mis au sol, se rendent compte que putain, oui, en fait, ok, il est sur son dos. Des juges qui ne voient pas qui met le plus de dommages peuvent peut-être noter à celui qui est en position dominante, entre guillemets. Mais Joel Alvarez, c'est un enfer. Il est constamment en train de bouger, de se désaxer ses hanches pour voir s'il peut tenter une soumission, un petit renversement par-ci, une petite progression par-là. Il est constamment en train d'essayer de progresser, que ce soit debout ou au sol, et il est tellement opportuniste qu'effectivement, t'es toujours en alerte, t'es jamais serein de, ok, là, si je me repose un peu, ça peut être tranquille. Et c'est pour ça que Arman Tsarukyan, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis au sol Joel Alvarez. Bon, bah, ça, visiblement, ça, c'est le tarif, c'est classique. Et ensuite, il l'a vraiment démembré. Mais c'est-à-dire que
il a fait en sorte que Joel Alvarez ne puisse pas s'exprimer quand il était sur son dos. Et il a enclenché le ground and pound, mais avec une brutalité tout à fait moyenâgeuse. C'était très très chaud. C'était vraiment chaud ce combat. Marre 200, une marre 200. En fait, c'est ça. En plus, il y avait vraiment le côté, voilà, c'est un Tarantino, ça pisse le sang dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un de ces combats où, même si Joel Alvarez, on sait que c'est une brute épaisse, c'est là où tu t'es dit, ah oui, d'accord. En fait, Arman Tsarukyan, voilà, c'est pas des lol, quoi. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que probablement que la meilleure piste, théoriquement, pour Benoît, ce serait d'utiliser ses transitions, d'avancer sur Joel Alvarez et de réussir à le mettre au sol et d'essayer de suivre un petit peu le chemin qui a été tracé par Arman Tsarukyan, à savoir, on sait à quel point Benoît peut être violent lui-même quand il est en ground and pound et quand il est en contrôle de ses adversaires. On le répétera jamais assez, mais il a quand même réussi à contrôler et démonter Thiago Moises. Il faut quand même y aller. Donc, on sait le niveau qu'a Benoît. On sait quand il est en confiance et quand il met en place son agressivité et qu'il arrive en mode tu vas y passer dans le broyeur, il peut faire ça à Joel Alvarez. Je n'ai aucun doute. Là où effectivement il y a les risques, c'est que ils vont de toute façon avoir un game plan aux petits oignons avec Nicolas Haute et avec toute son équipe. Ça, c'est une certitude. Mais il y a vraiment des risques s'il ne fait pas attention debout autant qu'au sol, Benoît. Et c'est là où on va voir comment ça se passe. Mais c'est pour ça que le combat, au-delà du fait que je ne vois pas un monde où il ne se termine pas avant la limite, je comprendrais même pas que ce soit possible. De toute façon, s'il y a un des deux qui gagne, ils ont tous les deux 100% de finish quand ils s'imposent. Voilà. L'UFC, ils se sont dit, on va faire des petites maths assez simples. Voilà. Oui. Oh là là. Tu vois, c'est malin parce que tu t'assures que à Montréal, il va y avoir quoi qu'il se passe, même si tout le monde a une chiasse de l'enfer à part ce combat-là et que tous les combats sont soporifiques, t'inquiète pas que eux, il n'y a pas un monde où on va s'ennuyer. Dis pas. Oh. Ah là, tu viens de nous jinxer. Tu viens de nous jinxer, Hostie. Tu viens de nous jinxer. Bref, affaire à suivre en tout cas pour le 10 mai prochain. Et ce qui est intéressant, oui, c'est comme tu le disais, Joel Alvarez très opportuniste au sol, mais on voit qu'il de son côté ne tente jamais de takedown. Quand on voit ses stats à l'UFC, 0 takedown tenté. Ouais, et comme tu l'as dit, 40% de défense de takedown, mais parce que le gars c'est un bourbier effectivement quand il est dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que debout, il y a quand même danger pour Benoît Saint-Denis aussi. Et c'est là que ce sera intéressant de voir les évolutions avec justement tout le travail qu'il a pu faire avec Nicolas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités du côté de Joel Alvarez, et c'est vrai que de temps en temps BSD, il y a pu avoir des problèmes en termes de défense, notamment de striking, et là, il faudra vraiment faire très très attention avec l'Espagnol. Ouais, c'est clair. Et en plus de ça, c'est là où c'est pas facile, c'est que il a un style, Joel Alvarez, où, comme on l'a dit, c'est vraiment MMA. C'est-à-dire qu'il fait du striking où il envoie à peu près tout ce qu'il peut et il a une belle sélection de coups. Et puis même, il utilise aussi, même si étonnamment, c'est lui qui avance souvent sur ses adversaires, alors que c'est lui qui est plus grand et que théoriquement, il devrait garder une certaine distance. Pourtant, c'est souvent lui qui avance pour leur mettre la pression, les mettre le dos à la cage et là, enclencher de sales trucs, notamment en clinch. Et c'est là où ça va être, je suis vraiment tellement curieux, mais c'est que l'un et l'autre, en la personne de Benoît et Joel Alvarez, aiment faire du MMA total, même debout, où tout est mélangé et on n'est pas juste pur kickboxing ou alors juste même Muay Thai, etc. Il y a toujours des menaces il y a toujours, et avec Benoît, tu rajoutes donc la menace de takedown, c'est pour ça que je parle de encore plus que le Muay Thai. Mais ça va être intéressant de voir qui arrive à contrôler l'octogone, qui avance sur qui, et si les deux avancent et qu'il y a collision, comment ça se passe. Je suis vraiment très très curieux parce que debout, effectivement, il fait mal, il est plutôt dans l'accumulation de coups, Joel Alvarez, qui font que tu finis par prendre la marée. Mais ça, c'est Benoît aussi. Alors, il y a aussi toute la question, bien évidemment, qu'on n'a pas soulevée, mais de quel Benoît va arriver à ce combat-là. Qui est Benoît ? Qui es-tu, Benoît, finalement? Mais c'est ça qui va être vraiment intéressant, c'est de voir dans quelle mentalité arrive Benoît, quel Benoît est-ce qu'on voit dès le début du combat et quel Benoît au cours du combat selon la manière dont ça va se passer. Je suis vraiment hyper curieux. Et oui, et voilà, debout, donc il tombe sur un mec qui est extrêmement dangereux, qui est pas forcément il va pas te mettre KO sur un coup, théoriquement, mais voilà, c'est de la guerre d'attrition.
Voilà, tout comme Benoît, même si Benoît a quand même mis des salles KO, mais tu vois, ça, voilà. je suis pas très inquiet, moi, de quel Benoît on va avoir, parce qu'il y a eu ce combat contre Dustin Poirier où c'est vrai qu'il y avait ce fameux staff, donc forcément les curseurs étaient placés énormément sur l'agressivité parce qu'il n'avait que 5 minutes, allez 7 si vous poussez un peu. Le combat contre Renato Moicano, c'était l'inverse, et il y a ce fait de combat qui fait qu'ensuite le premier round se passe très très mal, et là forcément t'ajoutes un Nicolas Haute plus les enseignements passés des deux combats où justement faut réussir à bien placer le curseur, et c'est pour ça que là, moi de ce côté-là, j'ai pas trop d'inquiétude sur le BSD qu'on va avoir. Bah ouais, en fait le problème c'est que moi non plus, mais d'un autre côté, il faut le dire. Et il faut le dire. Et puis en fait, j'ai envie de croire que de toute façon, avec un mec comme Joël Alvarez en face, ça va vraiment réveiller, tu sais, le plus sale chez Benoît, je pense. Et c'est ça qui est. On devrait pas se réjouir parce que bah, ça va faire os contre os et ça va faire des blessures. Mais bon, déjà, premièrement, on sait que Benoît aime ça, on sait que Joël Alvarez aime ça, nous, on aime ça. Bon, pourquoi bouder notre plaisir? Ça risque effectivement de réveiller le Kraken français. Et puis, on est là pour ça, on va pas se mentir. Ah, oui. Et puis, pour finir, Steve, je pense que vous vous posez la question aussi, mais pourquoi est-ce que Benoît, ils lui mettent un gars qui n'est pas dans le top 15? C'est sûrement ce que vous allez vous poser comme question, alors qu'on pouvait parler des Benil Dariush, de ces gars comme ça. Bah, peut-être parce que BSD, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu dans le dur sportivement à l'UFC avec ses 2 défaites consécutives. Ouais, bah c'est ça. C'est là, Benoît a eu l'opportunité d'obtenir un title shot potentiel contre Islam Makhachev lorsqu'il a combattu contre Dustin Poirier. Donc là, c'était vraiment, il y avait un énorme saut dans le classement. Ensuite, comme il y a eu des convenus, même si voilà, on va pas revenir dessus. Comme il y a eu quand même une défaite, l'UFC s'est dit, ok, maintenant on réajuste pour voir son niveau, ou en tout cas voir où il en est, en lui mettant quelqu'un qui est à peu près à son équivalent en termes de classement. Donc c'était contre Renato Moicano. Et là, comme il y a eu grosse désillusion, bah forcément l'UFC se dit, bon, là c'était quelqu'un qui était à peu près à son équivalent dans le classement. Maintenant, on va voir face à un mec qui est un gars qui monte, qui est extrêmement dangereux, qui est, comme tu le disais en début de podcast, un peu l'équivalent de Benoît il y a quelques mois de ça, littéralement. Et pour voir si, entre guillemets, Benoît a toujours ce qu'il faut, ou si c'était un feu de paille, entre guillemets, enfin que j'arrête de dire entre guillemets peut-être aussi, mais ou si c'était un feu de paille, et si... Enfin voilà, c'est des combats qui... Chacun de ces 3 derniers combats à Benoît là, c'est vraiment des combats où l'UFC, ça leur permet de voir où en est Benoît, et à chaque fois en ajustant en termes de difficulté qu'ils lui mettent. Donc ça a vachement de sens que là, du coup, ils repartent d'un peu plus bas. J'allais encore dire des guillemets, mais fuck my. Et entre guillemets, pour Benoît, salut. Non, et ce combat-là pour BSD, il a pas grand-chose à gagner en termes de classement, parce que s'il bat, à mon avis, il montera pas énormément, puisqu'il est 13e, Paddy Pimblett est 12e, ensuite c'est Raphaël Fiziev, donc je vois pas faire 2 bons en affrontant quelqu'un qui est pas dans le top 15, mais l'avantage de ce combat contre Joël Alvarez, comme on vous l'a dit avec Rusty, c'est que vous pouvez vous attendre, on en parlera plus en détail, dans le détail, il y a une vraie grosse guerre, très probable Fight of the Night, et donc c'est un combat qui sera forcément suivi et qui aura énormément de répercussions pour BSD. Et quand vous êtes de toute façon dans le top 15 de l'UFC, vous n'avez que des gars qui sont des stars ou extrêmement connus, et vous voyez que vous êtes toujours dans le mix. Là par exemple, il y avait un blessé, en la personne de Dan Hooker, finalement c'est Fiziev qui avait pas combattu depuis 2 piges quasiment, qui a eu sa chance contre Justin Gaethje. Donc l'important c'est vraiment de rester dans ce top 15, rester actif et continuer de battre des gars qui montent. Donc pour BSD, c'est vraiment sa place dans le top 15 qui est en jeu, et du côté de l'Espagnol, bah évidemment, hein, il va essayer de lui piquer, mais c'est le jeu de l'UFC. Ouais. On a terminé, Rusty ? Ouais, on a terminé. Et bah voilà, on se retrouve très vite, en tout cas le 10 mai prochain, ça fait plaisir parce que voilà, il manquait ce petit banger qui fait que cette carte de l'UFC 315 là, on va être pas mal servi. Donc on rappelle, on a Manon, on a en main event Jack Della Maddalena pour son title shot contre notre gars sûr Belal Muhammad. Belal. On a aussi José Aldo qui est de retour contre le petit frère de Firas Zahabi. Et Burns, Michael Morales qui est pas mal aussi comme combat. Mike Malott qui sera de retour. Non, ça va être une bonne petite carte. Et puis il y a aussi Alexa Grasso qui est sur la carte. Donc peut-être que l'UFC ils ont des petits plans en tête pour la catégorie flyweight où il y a Manon Fiorot, parce que dans le mix, peut-être que en fonction de ce qui se passe, la perdante pourra affronter Alexa Grasso, ou alors la gagnante pour le prochain title shot. Natalia Silva.
que tu connais évidemment, hein, Natalia Silva. Par cœur. Voilà, par cœur. On a terminé. MyProtein, moins 30% minime. Surtout MySweetPea, les gars, avec le code La Sueur. Heureusement, moi, j'ai mes petites protéines. Oui, mais je suis en plein déménagement. Ouais, non. Raconte pas tes excuses. Raconte pas ta vie. Non, mais voilà. Distribution d'excuses, y a pas de souci. Et puis, Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Code La Sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10. Moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. Hep. Partez pas comme ça, on n'a pas fini avec vous. Oui, on n'a pas fini. Pourquoi? Parce que j'ai oublié un truc important, c'est que là, notamment, on a dit que Benoît, probablement là où il allait pouvoir faire son sale, c'est au sol, et en mettant au sol Alvarez et en le ponçant. Mais important aussi, et on en a pas parlé, mais c'est que il est vraiment pas mauvais du tout, Alvarez, quand il peut se mettre dos à la cage et se relever en faisant donc ce qu'on appelle le wall walk, c'est-à-dire utiliser la cage pour se remettre sur ses appuis. Et il l'a très très bien fait, notamment dans son dernier combat contre Drakkar Klose, si je ne m'abuse, tandis que là où il a eu beaucoup plus de mal, c'est lorsque contre Arman Tsarukyan, il a été mis au sol au milieu de la cage sans avoir le mur de la cage pour s'aider à se relever, et parce que très bien contrôlé par Arman qui l'en a empêché aussi, et ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Donc c'est un détail, on y reviendra de toute façon dans l'analyse quand on la fera, mais visiblement aussi, si on peut l'empêcher d'avoir la cage pour céder à quoi que ce soit, c'est quand même mieux, et on lui enlève de sacrées armes. Il y en a qui préfèrent être au milieu de la cage, il y en a qui préfèrent la cage. Visiblement, Joel Alvarez préfère pouvoir céder de la cage. Voilà, on pose ça là. Prenez soin de vous. Allez, c'est